dirab gebenalu ta Guru Rinpoche ta male ngachi duge hamnal jembise ta ani tenishindi ta koregi chakhaube chakarbe ani bi chakarbe nam jendigibe ta tegar stani temtegal fangachi duge hamnal tenishin chadi ngachi mida sem진도 소이도 좀베 싱루에 ngachi 소이 좀베라 다 레린이디다 싱루에다 레 빼버진 딜리아 타야 텐시스비기 로젤람 예수님 Bombax report. Bombax, tu me reçois? Reporting everything. Si vous ne voyez rien d'illégal là où vous êtes, rejoignez-moi à l'arbre couché. On va remonter vers le nord. On dirait que des hommes sont passés par là. Allons voir là-haut. C'est une coupe illégale, n'est-ce pas? Je pense qu'ils l'ont coupée pour en faire des barrières. C'est un Coriaria nepalensis. Au Bhoutan, couper des arbres est illégal. Les forêts sont protégées par la Constitution. Mesurons-le. 38 cm de circonférence. Cet arbre a été coupé illégalement. S'ils avaient eu la permission, on verrait une marque inscrite sur le tronc par d'autres rangers. Si on attrape celui qui a fait ça, il aura une grosse amende. Les forêts sont importantes parce qu'elles produisent énormément d'oxygène et elles capturent en même temps le dioxyde de carbone. Dans le monde entier, pas seulement au Bhoutan, la pollution augmente à cause des hommes, des véhicules, des industries. Si nous n'avions pas ces forêts pour absorber le dioxyde de carbone, les hommes et les animaux ne pourraient plus respirer. Donc nous avons besoin de ces arbres et de ces forêts. Ce sont nos poumons verts. Grâce à ces forêts qui recouvrent 70% de son territoire, le Bhoutan, coincé entre deux géants, la Chine et l'Inde, absorbe 3 fois plus de dioxyde de carbone qu'il n'en émet. Le petit royaume himalayen, grand comme la Suisse, est ainsi devenu le premier pays de la planète à présenter un bilan carbone négatif. La protection de la nature est une priorité. Elle est enseignée dès l'école et est même prise en compte dans le calcul du bonheur national brut, l'indice de développement cher aux dirigeants bhoutanais. Le concept du bonheur national brut, qui met l'accent sur l'importance du développement de chacun, s'aligne parfaitement avec notre objectif de créer un lycée plus beau et accueillant. Lorsque nous améliorons notre environnement par des jardins colorés, des allées bien entretenues et des espaces verts, notre campus devient bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est un écosystème qui reflète nos valeurs et nos aspirations. Dans ce lycée public de Thimphu, la capitale, comme partout ailleurs dans le pays, les professeurs de sciences placent l'écologie au cœur de leur enseignement. Que savez-vous des écosystèmes?
Tenzin, peux-tu nous dire ce qu'est un écosystème? Un écosystème se compose d'organismes vivants et d'éléments non vivants comme l'eau, l'air et la nature. Oui, très bien. Nikki, comment se portent nos écosystèmes aujourd'hui? Moi, je dirais que des animaux sont en train de disparaître, que l'environnement, les forêts, les rivières sont en train de mourir, et que tout cela est dû à des facteurs humains. Voilà, l'impact humain. Vous avez bien compris que l'homme a un impact sur les écosystèmes. Quel changement avez-vous remarqué au niveau du climat? Tashi? Au Bhoutan, notre climat a drastiquement changé. Je vous donne un exemple. Avant, pendant l'hiver, il y avait énormément de neige dans la vallée de Lunana. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une fine couche sur le sol. Et je pense que ces changements climatiques sont principalement liés aux activités humaines. Très bien, oui. Et nous sommes les premiers à en souffrir, n'est-ce pas? Parce que nous vivons en altitude, nous sommes un pays de montagne. Donc en tant qu'individus, nous devons réfléchir à comment contribuer de façon efficace à la lutte contre ces changements climatiques. Au cours de leur cursus, les élèves doivent également planter des arbres sur lesquels veilleront les générations suivantes. Qui s'occupe de celui-ci? Cet arbuste n'est pas en bonne santé comparé aux autres. Au début, il grandissait bien, mais vous ne vous en êtes pas assez bien occupé. Je pense qu'il faut que vous mettiez plus de compost. Vous avez de la chance qu'il ne soit pas mort. Il faut aussi l'arroser. Rexine, viens m'aider. Commence par ce côté, il faut qu'on enlève les mauvaises herbes. Aide-moi, j'ai l'impression d'être la seule à en arracher. Ce pêcher a été planté l'an dernier par un autre élève de seconde. Sonam Zangmo doit en prendre soin, car sa croissance sera évaluée par son professeur. Dans son dossier scolaire, cela comptera autant qu'un devoir de maths ou d'histoire. Prendre soin des plantes, ça nous apaise. Parfois, lorsqu'on est stressé, on vient ici pour s'occuper de nos plantes. Ça nous aère l'esprit. Et puis notre pays est connu pour son bilan carbone négatif. Et planter des arbres nous donne de l'oxygène. Donc c'est important de faire ça. Pour s'assurer un bilan carbone négatif, le Bhoutan fait aussi tout pour limiter ses émissions. Nous sommes au barrage de Tala. C'est le plus grand du Bhoutan. Le pays compte 5 barrages comme celui-ci. Grâce à eux, 100% de l'électricité produite provient de l'hydraulique. Je vous emmène voir les vannes de décharge qui permettent d'évacuer le trop-plein d'eau pendant l'été. Nous n'avons pas de gaz, pas de charbon, pas d'énergie fossile. L'eau est la richesse du Bhoutan, car elle nous permet de produire énormément d'électricité. C'est une importante source de revenus pour nous. On peut dire que l'eau participe au développement de notre pays. Mais ces 2 dernières années, les ressources en eau se sont taries. Les pluies de la mousson sont moins abondantes, plus tardives. Attention à la tête. Dans les entrailles de la centrale,
certaines turbines sont à l'arrêt. Le barrage ne tourne plus à plein régime. Regarde, on dirait que ce n'est pas assez serré, fais attention. L'an dernier, malgré nos efforts de production, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Cela montre que nous n'avons pas assez d'eau pour produire l'électricité nécessaire. Cela entraîne une perte de revenus. Notre développement s'en trouve affecté parce que nous dépendons de ces ressources. Donc nous sommes vraiment inquiets. Pour compenser le manque de production, le petit royaume vert se tourne de plus en plus vers son voisin. Pendant les mois creux, l'Inde, avec ses centrales à charbon, fournit l'électricité qui manque au pays pour fonctionner. C'est le paradoxe du Bhoutan. Malgré ses efforts pour préserver l'environnement, il n'échappe pas aux conséquences du réchauffement climatique. On ne prend pas le pont suspendu, on va traverser sur les ronds. C'est verglacé, doucement, doucement. Mettez votre pied ici. Pour travailler sur les lacs glaciaires, il faut être en bonne forme physique. Quand on est plus jeune, on éprouve moins de difficultés à s'adapter à cet environnement difficile. À devoir passer des cols à 5000 mètres d'altitude pour arriver ici. Et en vieillissant, on rencontre plus de problèmes. Mais c'est la vie que j'ai choisie. J'ai 53 ans, je m'appelle Karma Toeb et je suis le premier glaciologue du Bhoutan. Dans ces paysages d'altitude où l'oxygène se fait rare, Karma Toeb et son équipe étudient les conséquences du changement climatique sur la fonte des glaces. Je pense que d'ici l'année prochaine, l'eau sera montée jusque-là. Jingmei, où était le niveau de l'eau quand tu es venu la dernière fois? Avant, l'eau s'arrêtait un peu plus bas. À 4800 mètres d'altitude, le lac Tortormi, plus de 3 km², les inquiète. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas une montagne, c'est une moraine de glacier. Cela signifie que dans cet amas de roches, il y a un énorme bloc de glace d'environ 80 mètres de hauteur. On s'est rendu compte que cette glace change de taille et de forme, ce qui signifie qu'elle est en train de fondre. Et donc cela affecte la stabilité de cette moraine. Si ce tas de pierres et de glace finissait par s'effondrer, le Tortormi se déverserait sur cet autre lac en contrebas et le ferait déborder. La question n'est pas de savoir si cela va se produire ou pas. Il est certain qu'une énorme quantité d'eau va se déverser dans la vallée, comme lors d'un tsunami. Ce serait le même scénario que dans l'océan, avec des vagues immenses.
Avant de commencer à travailler quelque part, nous avons pour habitude de faire une cérémonie. On offre de l'alcool pour apaiser les divinités qui vivent sur les sommets et dans les lacs. On fait cela pour qu'elles nous bénissent et nous protègent pendant notre travail. Allez-y, monsieur, vous pouvez monter. Pour la première fois, Karma Toeb et ses collègues vont mesurer la quantité d'eau présente dans le lac. Le GPS ne nous localise pas, mais le sonar est stable. Cet outil nous indique notre position, notre altitude et la profondeur à cet endroit précis. Ici, elle est d'environ 50 mètres. À la fin, nous obtiendrons une carte de la profondeur du lac à partir de laquelle nous pourrons calculer le volume total d'eau qu'il contient. Au pied de ces pics qui culminent à près de 7000 mètres, Karma Toeb est le témoin direct des conséquences du réchauffement climatique. Il y a 20 ans, le glacier de Tortormi s'étendait jusque derrière moi. À l'époque, nous avions mesuré le glacier et l'épaisseur de la couche de glace était de 150 mètres. Et aujourd'hui, vous voyez, il ne reste qu'une vaste étendue d'eau. Vous pouvez imaginer à quelle vitesse fondent les glaciers dans la région. Entre 2008 et 2012, les autorités bhoutanaises se sont penchées au chevet de ce glacier. Elles ont investi 4 millions d'euros pour tenter de réduire le niveau d'eau du lac. Mais la glace fond plus vite que le travail des hommes. Nous avons mené des opérations dans les deux lacs, ce qui nous a permis de réduire artificiellement le niveau d'eau de 5 mètres. Mais ce n'est pas suffisant, la menace est toujours là. Et nous savons que si les lacs débordent, toute la vallée en contrebas sera inondée. Tous ceux qui vivent près de la rivière sont dans une zone rouge. Ils sont en danger. Je dirais que nous avons été abandonnés dans notre lutte contre le changement climatique. Il est en train de se passer quelque chose avec ce lac. Et cela va conduire à une catastrophe majeure. C'est ce que nous craignons. Le Bhoutan, à l'écart du monde, fait tout pour préserver son environnement. Mais dans ces montagnes, ses habitants assistent impuissants aux dangers qui les guettent. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour résoudre le problème, mais ils ne peuvent pas pomper toute l'eau du lac. Des officiels viennent régulièrement, mais ça ne change rien. Nous ne savons plus quoi faire. Tant que ces lacs existeront, nous serons en danger. Quand j'étais petite, les montagnes étaient couvertes de neige. Mais maintenant, il n'y en a plus. Tout a fondu. J'ai peur de ces montagnes. Elles sont belles, mais elles me font peur. Elles me font peur parce qu'énormément de blocs de glace tombent des sommets. Certains morceaux sont aussi gros que mes yaks. La glace fond, se décroche et tombe dans le lac. Elle le dérange, donc j'ai peur qu'il finisse par déborder. Rin Shendem n'est pas glaciologue, elle n'a jamais fait d'études. Mais elle aussi comprend très bien ce que le changement climatique veut dire. Avec la fonte des glaciers, elle craint pour sa vallée.
Cette rivière descend des glaciers. Elle a déjà débordé dans le passé. Vous voyez les montagnes là-haut? C'est de là qu'elle vient. Il y a 30 ans, à la fin de l'été, un lac glaciaire a débordé. Des millions de mètres cubes d'eau se sont déversés dans cette vallée en quelques secondes. Un tsunami en pleine montagne. La vague est arrivée pendant la nuit. Mes parents ont dû tout abandonner. Ils nous ont portés avec mon petit frère. Ils ont pris des couvertures et on est allé se réfugier au sommet de cette colline. L'eau a tout emporté. Notre village a été détruit. Avant, il y avait une forêt ici, mais il ne reste que cette étendue de pierres. L'eau charriait des corps, des yaks. 3 personnes sont mortes dans mon village. L'eau a fait des ravages sur plus de 60 km. 21 personnes sont mortes ce jour-là. La nuit, j'entends des bruits dans la montagne. La glace craque. Quand j'entends ces sons, je sors de chez moi parce que j'ai peur. Et je viens ici pour vérifier que tout va bien. Nous croyons que des divinités vivent dans ces montagnes, dans chaque sommet, là où même nos yaks n'osent pas s'aventurer. Les gens disent que lorsqu'il y a des catastrophes, c'est à cause de ces divinités. Mais on ne fait rien qui puisse les mettre en colère. Alors je ne comprends pas ce qui nous arrive. Pour échapper à la colère des dieux, Rinchendem, comme les autres habitants de la vallée de Lunana, s'en remet aux prières des religieux retirés dans des monastères. Dans son couvent, Kinley Shoden consacre 15 heures par jour à la prière. Je prie tous les jours pour la nature qui m'entoure, pour les esprits de la forêt, pour les divinités qui vivent dans les montagnes et les lacs. Je récite des prières et je fais des offrandes pour apaiser les éléments et nous protéger des catastrophes naturelles. Le Bhoutan est ce qu'il est aujourd'hui grâce aux prières que nous faisons dans nos temples et nos monastères pour protéger l'environnement. Sans ces rituels, le Bhoutan serait comme n'importe quel autre pays du monde. Nous connaîtrions des catastrophes naturelles, des inondations, des tremblements de terre. C'est pour cela qu'il faut protéger l'environnement, sans quoi les humains ne survivront pas aux catastrophes qui s'annoncent. Porté par les prières de ces nonnes, le royaume du Bhoutan veut croire qu'il restera pour toujours épargné des assauts du climat. Un pays où la nature règne en majesté.